Bonjour. Donc, pour ce dernier panel du colloque qui s'intitule Géopolitique, regard croisé, nous avons M. Benjamin Haddad et l'ambassadeur Michael Reiterer qui nous entretiendront. Donc, je vais simplement brièvement introduire le débat, poser les éléments. Donc, mon nom est... Ah, voilà. Vous m'entendez mieux ? Très bien. Donc, mon nom est Florent Pepin. Je travaille pour le GIC à Genève. Je suis candidat au doctorat en sciences politiques. Alors, une série d'événements récents ont mis en lumière les difficultés de l'Europe à définir une ligne claire face aux deux grands blocs de puissance qui, apparemment, selon toute prédiction, jalonneront le XXIe siècle, à savoir les États-Unis et l'Asie, plus particulièrement la Chine. Donc, en ce qui a trait aux États-Unis, la nouvelle administration, qui est arrivée déjà au pouvoir il y a 2 ans, semble déterminée à remettre en cause l'ordre euro-atlantique, sur lequel a reposé une grande partie de l'ordre international depuis la fin de la guerre. Donc, les tensions avec l'Europe sont à leur comble, sur fond notamment de guerre commerciale et de renégociation sur les questions de défense, notamment dans le cadre de l'OTAN. Et ce qu'on observe notamment, c'est une difficulté des Européens à définir une ligne commune, une ligne claire entre, disons, une Allemagne qui cherche à protéger des intérêts commerciaux dans le secteur de l'automobile et d'autres acteurs européens qui, eux, cherchent davantage à défendre leurs intérêts à Washington. La visite la semaine dernière du président Xi Jinping, cette semaine même, en Europe, a également illustré certaines lignes de fracture au sein des Européens, entre notamment des États du Sud, le bloc des 16 États, plus la Chine, qui, disons, sont plutôt ouverts à l'idée, effectivement, de forger des accords d'investissement directs avec l'Empire du Milieu, avec la Chine, alors que d'autres pays, notamment du Nord, ont été plus réticents à l'idée de faire partie notamment de la nouvelle route de la soie ou même de forger des accords d'investissement directs vis-à-vis de la Chine. Et donc, notre premier intervenant, pour nous parler plus des États-Unis, est M. Haddad, directeur du Future for Europe Initiative de l'Atlantic Council à Washington. Donc, M. Haddad intervient régulièrement dans des journaux prestigieux, le Wall Street Journal, le Figaro, et Foreign Affairs, pour n'en nommer quelques-uns. Il s'apprête à publier un livre, Paradise Lost, Europe in the World of Trump, qui se veut une contribution au débat sur l'unité européenne à une heure de grands bouleversements géopolitiques et de remise en question de la politique traditionnelle des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Donc la parole est à vous. Merci Florent. C'est bon ? Ouais. Et merci beaucoup à la Fondation Jean Monnet pour cette invitation. Je n'ai pas prévu de discours formel, je veux juste élaborer quelques pistes de réflexion et puis après on peut avoir une conversation. Et effectivement, comme vient de l'indiquer Florent, la plupart de mes réflexions sont à la fois le fruit de presque 4 années et demie passées aux États-Unis, à Washington, entre 2 think tanks ces dernières années, et que j'ai essayé de rassembler dans un livre que je sors le mois prochain, que j'ai appelé Le paradis perdu, l'Amérique de Donald Trump et la fin des illusions européennes. Donc le titre dit à peu près tout, mais je vais dire un petit peu plus explicitement ce que j'entends par là. Je pense que la question fondamentale pour les Européens quand ils regardent les États-Unis, et d'ailleurs pour les Américains aussi, c'est de savoir si Donald Trump est une parenthèse, un accident de l'histoire, une sorte d'aberration passagère, un cauchemar dont on se réveillera miraculeusement en 2020, peut-être en 2024, ou si au contraire, ce que je pense, il est un symptôme, un accélérateur, le marqueur d'un passage qui marque un changement, une transformation dans le rapport que les Américains ont à eux-mêmes, à leur propre puissance, et en cela, leur rapport à l'ordre international et à l'Europe. Alors évidemment, Donald Trump, je n'ai pas besoin de vous le dire, il a ses propres spécificités. C'est le premier président de l'histoire des États-Unis à ne jamais avoir eu ni d'expérience militaire ni politique avant d'être élu président. Il y a les tweets, il y a la rhétorique, les scandales, les actrices porno. Il y a aussi des idées qui lui sont tout à fait propres. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça et s'intéresser à ce qu'il représente et aux formes de
continuité qu'on peut voir, même si ça peut paraître paradoxal, avec l'administration Obama, pour justement nous informer sur ce qui viendra après. Alors effectivement, déjà, sur Trump lui-même, qu'on décrit souvent comme imprévisible ou n'ayant aucune vision aux colonnes vertébrales, je pense que c'est inexact. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup de conviction et sur lesquels il s'est positionné pour des raisons purement opportunistes et électorales. Je pense que l'accord nucléaire iranien en politique étrangère en est un, par exemple. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels il s'exprime depuis 30 ans. En 1987, il achète une page entière dans le New York Times à $100 000 qui explique en gros que les alliés des États-Unis sont des passagers clandestins, que les Américains se font berner par leurs partenaires commerciaux. Ils ciblent l'Allemagne, déjà. Ils ciblent le Japon. Alors aujourd'hui, il suffit de remplacer le Japon par la Chine, mais vous avez à peu près la même vision. Donc, sans l'élaborer de façon très sophistiquée, il y a vraiment une remise en cause de l'ordre libéral international, du système sur lequel s'appuient les États-Unis depuis un demi-siècle. Ce système d'alliance et d'accords de libre-échange qui, pour le consensus des élites et des think tanks à Washington, démocrates comme républicains, représentait une force, le principal vecteur de projection de la puissance américaine. Pour Trump, c'est un fardeau. C'est un fardeau, ça nous limite, ça nous impose des tabous, ça fait que nos partenaires peuvent profiter de notre parapluie militaire pour pouvoir nous exporter des biens à peu de frais. Et donc, il faut qu'on s'en débarrasse. Et de là, vous avez effectivement un certain nombre de décisions sur les accords internationaux comme le climat, évidemment, des prises de position vis-à-vis de l'Europe, un discours très dur vis-à-vis de l'OTAN et de l'Union européenne. Et donc, il y a certains éléments, à mon avis, qu'on ne reverra pas chez un autre président. Et je pense par exemple à la guerre commerciale, cette vision très mercantiliste de jeu à somme nulle qu'il a à la fois des alliances et des accords commerciaux. On ne verra pas a priori un autre président républicain ou démocrate imposer des tarifs douaniers ou menacer de guerre commerciale l'Union européenne. En revanche, je pense qu'il est plus important de remettre Trump dans le contexte du questionnement qu'ont les États-Unis aujourd'hui par rapport à leur puissance. La fin de la guerre froide, on le sait tous, a ouvert une sorte de période d'optimisme sur l'avènement et le triomphe des démocraties libérales. Le meilleur exemple, c'était le livre de Fukuyama, qui a plus souvent été commenté que lu, mais qui fondamentalement disait qu'on arrivait à la fin des grandes contradictions idéologiques et que toutes les puissances non libérales allaient se retrouver sur la défensive fondamentalement. Et on a vu cette période dans les années 90, le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Hubert Védrine, parler d'hyperpuissance pour parler des États-Unis, un moment unipolaire, etc. Et je pense que ces ambitions, ces illusions se sont fracassées sur l'échec en Irak et la crise financière, qui toutes les deux ont remis en question le rapport des Américains à leur exceptionnalisme. Ce que j'appelle l'exceptionnalisme, c'est non seulement le sens d'avoir une expérience politique originale, mais aussi qu'il faut préserver à tout prix, mais aussi l'idée qui est plus récente, qui ne date pas des pères fondateurs, mais plutôt des années 40, 50, de l'avènement des États-Unis sur la scène internationale, l'idée que les intérêts des États-Unis convergent avec ceux du monde, fondamentalement. La caricature presque de ça, c'était les discours de George Bush, le discours de la deuxième investiture de George Bush en 2004, qui dit 2005, qui dit la liberté des États-Unis dépend de la liberté à travers le monde. Et ça, je pense qu'on le voyait déjà profondément remis en question par Barack Obama dans ses discours. Et c'est très intéressant de voir certaines formes de symétrie ou de correspondance dans le langage entre Obama et Trump là-dessus. Quand on demande à Barack Obama s'il croit à l'exceptionnalisme américain, il répond « Oui, je crois à l'exceptionnalisme américain », de la même façon que les Grecs croient à l'exceptionnalisme grec et les Britanniques croient à l'exceptionnalisme britannique. Quand on demande à Donald Trump le même type de question, il y a cette phrase connue qu'il rétorque à un journaliste de Fox News qui l'interroge sur Poutine pendant la campagne, où il dit oui, d'accord, Poutine assassine des journalistes, mais est-ce que nous, on est si innocents ? Et ça revient assez souvent, on n'est pas là pour vous donner des leçons de morale, on n'est pas là pour imposer notre modèle à travers le monde. Alors, il y a chez les deux une forme de relativisme par rapport à la puissance américaine qui, bien sûr, se caractérise par des comportements très différents. Dans le cadre d'Obama, il faut justement limiter et encadrer la puissance américaine par les traités, la diplomatie, le multilatéralisme. Et dans le cas de Trump, au contraire, il faut s'en débarrasser et fondamentalement devenir un pays normal qui n'a plus de tabou. Mais sur certains sujets, il y a des vraies lignes de continuité, notamment sur les interventions militaires. Les deux
Obama comme Trump sont des sceptiques des interventions militaires, notamment au Moyen-Orient. Trump, après avoir hésité un peu au début, s'est opposé à la guerre en Irak, comme Obama. Ce qu'ils ont d'ailleurs tous les deux en commun, c'est qu'ils ont tous les deux battu Hillary Clinton, qui était vraiment le chantre de la vision interventionniste, internationaliste, libérale au Parti démocrate, qui avait soutenu à l'époque la guerre en Irak quand elle était sénatrice. Et on voit donc, par exemple, notamment sur la non-intervention en Syrie, une vraie ligne de continuité entre les deux, avec les conséquences que ça revêt pour l'Europe. Une crise qui a été, on peut le dire, existentielle pour les institutions de l'Union européenne, avec les conséquences qu'elle a eues sur l'émergence de Daesh, avec les conséquences qu'elle a eues sur la crise des réfugiés, la crise migratoire en Europe. Fondamentalement, Trump comme Obama ont traité la crise syrienne avec comme objectif de ne pas se laisser entraîner dans un nouveau conflit au Moyen-Orient. C'était vraiment le principe, ce qu'un chercheur français a appelé sous Obama la stratégie de l'évitement. Et deux, à travers un angle exclusivement sécuritaire, la destruction de Daesh, la lutte contre le terrorisme, mais absolument aucune volonté d'avoir une influence vraiment politique sur le conflit. Les Européens, eux, ont été des acteurs assez passifs de cette crise, limités par leurs moyens, et le plus souvent, ça a été le cas notamment de la France, avec plusieurs présidents successifs, se contentant surtout de se tourner avec frustration vers les États-Unis pour espérer une forme d'intervention. Donc non-interventionnisme dans une certaine mesure, ce que les Américains appellent aussi nation building at home, c'est-à-dire considérer que les priorités des États-Unis sont aujourd'hui sur le plan intérieur, l'infrastructure, la santé, les inégalités. Alors là aussi, ils ont chacun des priorités différentes, mais on entend ce même discours de dire plutôt que d'aller reconstruire l'Irak ou l'Afghanistan, on devrait peut-être se concentrer sur le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio, la crise des opioïdes qui tue 70 000 personnes par an aux États-Unis, les inégalités, la pauvreté, etc. Ça, c'est un deuxième point, je pense, où on voit une vraie continuité qui, à mon avis, va durer. Je vais parler dans une minute aussi de 2020. Un autre point, évidemment, c'est le pivot vers l'Asie. Si aujourd'hui les Américains arrivent à se mettre d'accord sur un objectif de politique étrangère, ce sera la priorité de la question chinoise. Là aussi, Trump a ses façons idiosyncrasiques de traiter la question chinoise, la guerre commerciale, etc. Mais quand il pointe la question des subventions déguisées, des vols de technologie, le fait que la relation avec la Chine doit devenir l'intérêt primordial des États-Unis, là-dessus, il y a un assez large consensus aujourd'hui dans l'élite américaine sur le sujet. Barack Obama avait entamé le pivot vers l'Asie, d'ailleurs qui avait déjà un peu été entamé en fait par George Bush dans son second mandat. Donc l'idée vraiment... Alors à l'époque, le pivot était vu surtout comme un retrait du Moyen-Orient vers l'Asie. On perd notre temps au Moyen-Orient, d'autant plus qu'on en est de moins en moins dépendant sur le plan énergétique. On va se concentrer vers l'Asie, mais ça a des conséquences évidemment considérables sur la relation avec l'Europe, qui est beaucoup moins centrale aujourd'hui dans la pensée des stratèges américains qu'elle ne l'était pendant la guerre froide. Ça, je pense que c'est absolument fondamental. La fin de la guerre froide a retiré la centralité de l'Europe dans la vision du monde des Américains. Et on a donc cette continuité avec un discours un peu plus brutal, beaucoup plus confrontationnel de la part de l'administration Trump. Je vous conseille notamment de lire, à mon avis, l'un des discours les plus importants de l'administration Trump, c'est le discours du vice-président Mike Pence l'an dernier au Hudson Institute sur la Chine, où il fait une sorte de liste de critiques qu'il adresse à Beijing, et donc qui montre bien vraiment la centralité de ce sujet. Et si les Européens, d'ailleurs, veulent, à cet égard, peser dans ce débat et reconstruire la relation transatlantique, ce sera peut-être par ce biais-là, en faisant comprendre aux Américains que sur la dimension économique, les normes, l'intelligence artificielle, la vie privée, sur tous ces sujets-là, l'Europe, l'Union européenne, est un partenaire évident et primordial des États-Unis, mais ça demandera une administration qui sera plus ouverte au multilatéralisme, aux alliés, au fait de travailler à l'OMC ensemble. Et donc, de là découle aussi une autre ligne de continuité entre Obama et Trump, c'est la question du burden sharing, du partage de fardeau entre alliés. Et là aussi, Donald Trump a une vision brutale, caricaturale dans la façon dont il l'exprime, mais on entendait déjà les critiques sur le partage du fardeau de la part de l'administration Obama. Bob Gates, le premier secrétaire à la Défense, quand il prend sa retraite en 2011, fait un discours très dur vis-à-vis des Européens en disant les Américains en ont assez de payer pour votre propre défense avec leurs impôts. Type de discours qu'on pourrait largement entendre dans cette administration aujourd'hui. Barack Obama lui-même, dans
cet article fameux, l'interview qu'il donne à Jeffrey Goldberg dans The Atlantic, un article qui s'appelle The Obama Doctrine, qui résume un peu sa vision du monde, est très dur vis-à-vis des Européens. Il parle là aussi de passagers clandestins. Quand Goldberg demande à Obama quelle est la principale erreur, selon lui, sa principale erreur de politique étrangère, Obama ne répond pas à la non-intervention en Syrie. Il répond l'intervention en Libye avec les Européens à cause des Européens. Parce que la France et la Grande-Bretagne devaient faire le service après-vente en Libye, ils ne l'ont pas fait, et maintenant on a le chaos dans le pays. Donc un exemple de coopération transatlantique dans la périphérie de l'Union européenne était vu comme la principale erreur de politique étrangère de Barack Obama. Donc je pense que c'est important de reprendre ce contexte-là et de voir que Donald Trump a mis le doigt sur une forme de rejet, de scepticisme des Américains, qui étaient nombreux à se poser des questions sur les interventions, sur l'engagement des États-Unis dans le commerce international, sur les bénéfices de cet ordre libéral international pour l'Américain moyen. Quelles conséquences ça a, par exemple, dans le Michigan, en Wisconsin, dans l'Ohio, tous ces États traditionnellement démocrates qui ont voté pour Donald Trump. Et je pense que ça a des conséquences fondamentales. Le rapport Mueller, il y a quelques jours, alors on n'a pas encore l'intégralité du rapport Mueller, mais on connaît ses conclusions, démontre une fois de plus que la question de la Russie a été assez marginale finalement pour expliquer l'élection de Donald Trump. C'est avant tout un phénomène endogène. C'est les Américains qui ont voté pour Donald Trump. Et aujourd'hui, on rentre déjà dans la primaire de 2020 pour les démocrates. Et donc on est aujourd'hui déjà à Washington complètement dans un nouveau cycle électoral. Et c'est très intéressant de constater que, quel que soit le candidat démocrate en 2020, ceux qui tiennent le haut du pavé sur le plan idéologique, ceux qui sont en train de façonner le débat à gauche, c'est la gauche dure. C'est l'aile de Bernie Sanders, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune députée de la Chambre des représentants de New York, qui est extrêmement populaire et visible sur le plan médiatique. Et sur l'OTAN, sur l'interventionnisme, sur le rapport à l'ordre libéral international, il y a énormément de lignes de continuité avec Donald Trump. Alors évidemment, le prochain président, s'il est démocrate, ce qui n'est pas sûr, s'il est démocrate, prendra des premières mesures qui plairont aux Européens tout de suite, réintégrera les accords de Paris et peut-être même proposera une initiative plus ambitieuse sur le réchauffement climatique. Peut-être, mais ce n'est pas certain, réintégrera l'accord nucléaire iranien, mais qui n'a jamais été très populaire aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que Barack Obama avait dû le faire passer par traité exécutif plutôt que de passer par le Congrès. C'est pour ça que Donald Trump a pu en sortir un trait de stylo, n'oublions pas ça. Mais au-delà de ça, je pense que ce serait dangereux pour les Européens de penser qu'on revient à la normale, whatever that means, si Donald Trump est battu en 2020. Déjà, il laissera des traces, mais surtout, il est le symptôme de facteurs plus profonds. Il y a aujourd'hui, je pense, plusieurs asymétries en fait, qui définissent la relation transatlantique, qui sont structurelles et dont il faut sortir. La première asymétrie, c'est que les États-Unis comptent beaucoup plus pour les Européens que l'Europe aujourd'hui ne compte pour les États-Unis. On passe beaucoup plus de temps en Europe à parler, à commenter les États-Unis, malheureusement, qu'à Washington, à parler de l'Europe. J'aimerais bien, je suis un expert de l'Europe à Washington, ça m'arrangerait qu'on passe notre temps à parler de Macron et de Brexit, je serais à la télé plus souvent, mais ce n'est pas le cas. Les Américains, déjà, passent le plus clair de leur temps à parler d'eux-mêmes et de Trump, et effectivement, ils parlent de la Chine, ils parlent toujours du Moyen-Orient, mais ils parlent moins de l'Europe. Et ça, c'est encore une fois structurel, et je pense que c'est lié largement à la fin de la guerre froide. Le deuxième facteur structurel, c'est la symétrie de puissance. Quand on parle de l'extraterritorialité et du rôle, on a eu une conversation très intéressante hier sur le rôle du dollar sur la scène internationale et sur la dépendance des Européens vis-à-vis du dollar et donc leur dépendance vis-à-vis de la politique étrangère américaine, puisqu'ils utilisent le dollar comme une arme de politique étrangère dans le cadre de leur politique de sanctions de plus en plus. Il y a deux façons de le voir. Soit on peut dire Donald Trump est très méchant, il fait ça vivement qu'on ait un président qui soit plus en phase avec la vision du monde des Européens. Mais Barack Obama aussi utilisait les sanctions extraterritoriales. Sur l'Iran, ça a été toute la politique de l'administration américaine. Elle le faisait en coopération avec les Européens et elle le faisait de façon plus multilatérale. Mais les instruments étaient déjà là. Donc la question, c'est beaucoup plus cette asymétrie qui rend les Européens dépendants vis-à-vis des États-Unis. Donc tout ça, ça ne vous surprendra pas. Et pour moi, la conclusion qu'il faut en tirer,
c'est vraiment que les Européens doivent commencer à penser à leur autonomie stratégique. Ce sont les débats qu'on est en train d'avoir en ce moment en Europe. Autonomie stratégique est un terme qui n'est pas compris aux États-Unis, qui n'est pas compris à Washington, avec un mélange, je pense, parfois de conservatisme, parfois un peu de mauvaise foi, parfois alimenté aussi par certaines déclarations côté européen. Mais évidemment, je ne parle pas du tout de ça comme un contrepoids ou une opposition aux États-Unis, mais plutôt l'idée que les Européens ont leurs intérêts stratégiques propres, notamment dans leur propre périphérie, et qu'ils doivent pouvoir se donner les moyens d'avoir leur propre culture stratégique et leur propre capacité d'intervention quand les Américains ne veulent pas y aller, et leur propre capacité à conduire leur politique étrangère. Ce qui est intéressant, et je m'arrêterai là, c'est qu'il y a certains points tout de même sur lesquels le pessimisme des atlantistes n'était pas justifié, et notamment l'OTAN. Même sous Donald Trump, l'OTAN a réaffirmé, au contraire, je pense, depuis 2014 et l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass, son utilité a été renforcée. Les Américains ont renforcé leur présence dans le cadre de l'OTAN, sous Obama comme sous Trump, en Europe de l'Est, en Pologne et dans les pays baltes. Sous l'administration Trump, le budget, ce qu'on appelle European Defense Initiative, donc la présence américaine dans la région, les bataillons, a été constamment augmenté. Donc, pour les grands sujets stratégiques, ce qu'on appelle la compétition des grandes puissances, il y a encore une forme de convergence entre Européens et Américains. En revanche, pour tout ce qui ne relève pas justement de l'article 5 de défense collective de l'OTAN, tout ce qu'on appellerait parfois en anglais « below the Article 5 threshold », je pense que les Européens doivent de plus en plus réaliser qu'ils doivent agir de façon autonome, se réveiller comme acteurs stratégiques. Je vous remercie. Donc, notre prochain intervenant est l'ambassadeur Michael Reiterer. Donc, vous avez eu une carrière diplomatique bien remplie, d'abord au sein du corps diplomatique autrichien, puis européen. Vous avez travaillé d'abord à titre de délégué commercial en Afrique de l'Ouest, puis au Japon, puis finalement au sein du GATT. En 1998, vous joignez le service européen pour l'action extérieure à titre de conseiller pour l'ASEM, l'Asia Europe Meeting. Vous avez notamment été le premier ambassadeur européen en poste à Berne et depuis février 2017, vous occupez le poste d'ambassadeur européen à Séoul. Donc à ce titre, je vous cède la parole. Tout d'abord, je vous remercie. Vous êtes les créneaux durs qui restent encore. J'avoue que j'ai changé mon programme 3 fois l'après-midi parce que je pensais, comme dernier orateur, il faut préparer quelque chose light. Mais vu que vous êtes tellement sérieux, je vais faire un mélange entre 2 discours que j'ai préparés parce que j'avais aussi un problème pour la préparation parce que je ne savais pas. Regard croisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois préparer comment les Asiatiques nous voyons en Europe, ou bien est-ce que je dois parler des relations entre l'Europe et l'Asie? Alors c'est un conflit que je ne pouvais pas résoudre. Alors je l'ai fait à l'européen, je parle sur les deux. Ça s'appelle compromis européen. Aussi que compromis européen, vu que je normalement parle en anglais, si je parle l'Asie, alors compromis, je parle un peu en anglais. « 2017 was an interesting year for Europeans because suddenly the Korean Peninsula was in the news. Even in Innsbruck, where I'm from, there's a local newspaper, which you all read every day, Tiroler Tageszeitung. Page 1, 2, and 3, Korea, North Korea. I get a lot of mails from friends, what's going on, what are you doing there? Well, it was not me necessarily, but nevertheless, there was a lot of attention paid to this part of the world, and I think it brought back a message
that an area like the Korean Peninsula, where there is no peace treaty, but only an armistice, where the demilitarized zone is probably the most militarized zone in the world, if two men, the one is a rocket man, and the other one an old weirdo, who is showing my nuclear bottom is bigger than yours, that brought the message home, attention. And I think those who were thinking about it also figured out, well, there's another place in Asia where there is no peace. Do you know? Taiwan. Well, Taiwan, there is peace. But it's one of the main reasons why we have tensions, which are still hidden. India and Pakistan. India, Pakistan, well, officially they have peace. But think about Japan and Russia. Northern territories, the Kuril Islands. Little islands. Yeah. Think about Dokdo. I'm very happy living in Seoul when I watch TV that I can see every day what the weather conditions are in Dokdo. That's an island of about 500 meters. So it's important to know what the weather is like. So there are a lot of tensions. And there are tensions, you mentioned Taiwan. We don't hear very much about these tensions. But when an American or when a US aircraft carrier passed by a few years ago, everybody was in arms. And the Chinese have said very clearly, well, in case you have stupid ideas, it's in our constitution that we will use force because you are part of motherland. No jokes with these kind of things. We also have the situation in the South China Sea. Before going to Korea, I had the pleasure to deal with that part of the world, where rule of law had a very interesting connotation. The United States, who had not ratified UNCLOS, United Nations Conference on the Law of the Sea, were advocating to the Chinese, please implement what we have not signed up to. And the Chinese, who had ratified, didn't want to implement it. Another paradox. But the paradox is about rule of law. And the rule of law is the important element, I think, in Asia, which we need, and where we need also the multilateralism. To give you this example again of the Korean Peninsula, somehow I have to treat with that one. How can you try to convince the North Koreans to enter into a peace treaty and to believe that treaties are respected if at the same time you pull out from the Iran agreement? How does that make sense? And therefore we need, and therefore we push hard to get this message across that multilateralism and rule of law are the ingredients which we need in international relations in general, but in Asia in particular, because otherwise we will not find a solution to the few problems which I have mentioned and which you have mentioned. Therefore, we have to work hard with like-minded countries that they support this approach. And that's not very easy, because if you support openly the European stance on the Iran deal, well, then you are actually saying to the United States, we disagree with you. And many are ready to tell me that under four eyes, but never in public. And the same situation, we had this short discussion about the
the Crimean situation, that was also a flagrant violation of international law, which many of my Asian friends tell me, under four eyes, you are right. But in the open, they are reluctant because they don't want to risk their relationships. So we have what is called the return of geopolitics. Well, I'm not sure that it's a return, because geopolitics, we have never left it. I believe very much in realism, in international relations, which you can, of course, always mix with the idealism, which you have if you work for the European Union. You have to believe in institutions. You have to believe in processes. And I think there we are right. If I take the situation, again, on the Korean Peninsula, after the sounding success of Hanoi, the last summit meeting, well, what went wrong? First of all, expectations were not right. And secondly, and that's the most important element, there is no sound process of negotiations. We know now in the run-up that the North Koreans only had a mandate to talk about a peace declaration and about opening up of liaison offices, but they had no mandate to talk about denuclearization. That was left for the bosses. They were just passing on the message, Chairman Kim has a gift. Well, what the Americans then found out was the gift was actually poison. It was too small. And a handshake between two and a demonstration of many flags is not denuclearization. And everything which was put on the table from the side of the North Koreans was obviously not enough to lift sanctions, because this is an area which will be at the end of the process and not at the beginning of the process. We are now a little bit in the situation like Mikado, who moves first. But now we have to define the one who moves first. Is he the loser or the winner? So sometimes it perhaps makes sense to change the rules of the game, and that might also help. There will be, on the 10th of April now, a summit meeting between President Trump and President Moon Jae-in. I'm frankly not sure what kind of conseil Moon Jae-in will give to Trump. But what is fairly clear is in this situation that we have to make sure that the principle is understood, that if you accept everything at the beginning, you might end up with nothing at the end. So there is the art of compromise. And I think this is also an area where the European Union can play a certain role. Because if I look at the negotiating process which we had set up in the Iran case, was one level of technicians. They can always talk. They are not bound by politics. Then you have officials. Then you have higher officials. And then you have the politicians. And if you have this multi-layered process, and if you have more than two, and that has to be introduced pretty soon to have a multilateral process, then you always find somebody you can talk to, and you make sure that if the things turn sour between two, if you are 5 or 6 or 7, that the show can go on. And I think this is what is needed. It needs a process. It cannot be ad hoc anymore. Now, from the European side, if I just look at Asia just very quickly, what is underestimated in Europe, but also in Asia, is that we are number 1, 2, or 3 trading partner for each and every country. We are in many countries the largest investor, for example, in China as well as in Korea.
We are the second largest investor in Japan. That's power, if you use it. And that's something we probably have to learn better. And it was referred to, I think yesterday, that the new China policy has become more based on realism and saying, well, we can work together, and it's very interesting that we can work together with China when it comes to climate change, that we can work with China when it comes to the WTO, because they have an interest in stable relations, trade relations. Their problem is that they do it a little bit the Chinese way, selective. So we need a functional approach. But it's interesting that after the United States having left the Paris Agreement and blocking the WTO because we cannot nominate appeal judges, that we have new partners. But at the same time, we know that China is trying to set up its own world. I must say to the honor of China, they are not hiding it. They are saying it now very clearly. The times of Deng Xiaoping, be small, shut up, and work, is gone. Xi Jinping is very clear. They want to be, that was the Chinese dream, they want to be number one. Okay, so we have to take it up. So we have competition, we have systemic competition. And if we believe in our system, if we believe in the values which we have, well, then we have to do a little bit more than talking about them on Sunday, because Monday might need implementation. And I think that was the message which was given. We take up the challenge of a systemic competition. And systemic competition means that we have to make sure that we can show that our system is at least as good as the Chinese system when it comes to economics and when it comes to politics, to democracy, to values. Then we have to make sure that we can pass this message that our system might not be the best system, but nevertheless, it is up for the competition. And there we have to leave our comfort zone. And there I agree what was said this afternoon. The liberal international order is under duress. And it's also under duress within the system of the European Union, where I would also agree, but there is one element which goes together, that we were too confident that our system is the best system, and we just have to wait. That's wrong. That's damned wrong, and that's dangerously wrong. And I think therefore we have to move. We have to move in putting not only words out in the world, but beef it up with action. We have done in the European Union recently a lot when it comes to defense. It's rather unfortunate because I have grown up, especially in a country like Austria, and do you need an army? What for? And we have to make sure that when we argue, that we argue in a manner which is also long-term. Because that's what we should have learned. China was planning long-term. We always are short-term. We are short-term to the next elections, which is not an argument against a democratic system, don't get me wrong. But we have to make sure that we have more long-term planning. And we should have more contingency planning. That's something which we are very, very weak. If you look at the One Belt, One Road initiative, finally,
also last year, we have offered our own connectivity program, which takes up, with supplements, we are always very soft in our expression, this is just complementary to the Chinese one. Well, I think it is conceptually the more interesting concept because it's not limited to infrastructure, but it takes up also the people-to-people element, and it says very clearly, if you build infrastructure, then please respect tendering rules, take care of the environment, and just don't go because you have to have an outlet for your overproduction at home. We don't want to create a debt trap for those who profit from this money. And very often, and that's the debt trap, countries find out either they cannot finance, so they go bankrupt, and if you go bankrupt, you can hand over an harbor, like in Sri Lanka, to the Chinese, or when you go bankrupt and you want to avoid that, well, you have to be politically correct with your master. And I think that's something we have to face very clearly. And then we have to do homework. Do we like 16+1? It's complementary. Do we like that Italy has signed up a MOU despite warnings? How will we take up these challenges in times where we will have change in Europe? So we have to be aware of it, and I think if I say we have to be aware of it, I think everybody who is voting in the European elections should be worried and think about it. And we have to make sure that we give ourselves these institutions which can handle these challenges. Because what we have learned, and we are very good in writing papers, I'm responsible for part of these things. When we say the security between Asia and Europe is intertwined, yes, it's true. Just take all these economic elements which I have mentioned. So therefore we have to engage. It's not far away. And we also have to live with a lot of nationalism, which we have in Europe. We also have it in Asia. Xi Jinping is a nationalist leader. Prime Minister Abe is a nationalistic leader. Moon Jae-in is a nationalistic president. They have all a little bit their country first in the back of their minds. One is saying it very loudly, the other ones are thinking about it. So we have to make sure that we find the right carrots. And finding the right carrots also means that we have to invest more money. And this is very difficult because we have to spend a lot of money in Europe. We have to spend money in northern, in the MENA area, which you mentioned. They are waiting. We have there the pressure from Africa. So we have a lot of pressures, but we have a European Bank of Reconstructions, which is a larger bank than the World Bank. Are we making good use of this bank? I think we could do more. How do we invest? And in which areas do we invest? So we have to combine security also with areas which seem to be far away because that's what it looks like. But Asia is not far away anymore. And if you look how intertwined the economies are, then you understand that perfectly. Last word. How am I doing timing-wise? Well, I think you're doing fine. Another 20 minutes. What I would like to add in this systemic competition, which is something new, we have said it for the first time. Systemic competition means that you think through, because systemic is more than daily business.
That's about infrastructures, also mental infrastructures. And this is giving ourselves a plan how we can roll out our system. But rolling out our system does not mean that we export our system. We have to make sure that we create an environment which allows us to interact in a manner which is profitable for us, but which prevents us at the same time that we sell out our values. That's easier said than done, I know. But this is the part of thinking I think we are still missing. To square the circle to a certain degree. And we also have to do that in different areas. There was talk about Russia. Also, when we're facing Russia, it's the huge Asian part of Russia. I have in my office in Seoul a map on the wall for European visitors, which has Korea in the center. And to the left, falling out of the map, that's Europe. To the right, the Pacific, a lot of water, and then you have the Americas. You look north, you have huge China and a huge part of Russia. And that's also a very eye-opener. I always tell people, please take this seat and have a look over there to see how they see us, because this Eurocentric view, which is due to the maps which we have learned at school, is wrong. And that's very easy to be shown with maps. Well, I don't want to ramble on. I just want to show you, if I manage to do this now, a few things about opinion, which I have originally prepared. What is very interesting, if you see, and therefore the systemic challenge will be interesting, the country which had positive feelings increased from 2012 to 2015 was China. In all the other countries, we lost a little bit. Now I think we should not jump to the conclusion that we are picking a fight with the best friend. But I think this is interesting to have in mind, because it tells us, and that's the conclusion I draw, where we have to work, where we have to do more. The next. Because of the troubles which we had, the tensions, the unresolved problems, we have lost in recognition. If you look here, you see in 2012, the light blue bar has always been higher. We were seen as more united, and we were seen as more modern in all major Asian countries. So there is the challenge. Next. 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 The interesting part, and that's the light part now, is I asked my staff, one of my interns, and said, have a look, hashtags used for Europe. And the result here is that love is 94% linked with Europe. Why? Because many Koreans like to go on honeymoon to Europe. So there is still hope if the honeymooners go to Europe. Thank you very much. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Donc, je vais rapidement vous poser à l'un comme à l'autre une question avant de céder la parole au public. Donc, Benjamin Haddad, vous nous dites, en gros,
qu'au-delà de la rhétorique, il y a une forme de continuité dans la politique étrangère qui est menée par l'administration Trump. Et je ne serais pas en désaccord avec vous. En fait, dès les années 60, même les administrations Kennedy et Johnson, devant les problèmes de la balance de paiement, menaçaient de retirer une partie de leurs troupes d'Europe. Donc les Américains ont toujours agi dans ce qu'ils perçoivent, par rapport à ce qu'ils percevaient être leur intérêt national. Ils n'ont pas hésité à agir et également de façon unilatérale par le passé. Seulement, si on regarde plus attentivement, et en plus, comme vous le dites, les Américains se sont même réengagés aux États-Unis en Europe plutôt sous la période Obama, tout en poursuivant au final la politique du pivot vers l'Asie qui a été menée par Obama. Donc la question que j'avais, donc si on regarde au fond, les fondamentaux économiques américains demeurent relativement sains. Obama a sauvé le système bancaire et par la même occasion donc la confiance que le monde avait vis-à-vis du dollar. La puissance américaine, autant économique que militaire, demeure relativement stable, autour de 25% du PIB mondial, la première armée de loin. Est-ce qu'au fond, les problèmes auxquels sont en proie les Américains en ce moment et qui les poussent vers un certain repli, est-ce que les Européens ne sont pas en proie à ces mêmes difficultés? Est-ce que l'Europe, au fond, ne souffre pas à sa manière des mêmes difficultés domestiques qui la pousseraient vers un repli? Oui, il y a plusieurs points intéressants dans votre question. Déjà, moi, il y a deux termes que je refuse, et je pense que c'est important de le dire. C'est le terme de déclin et le terme d'isolationnisme. Et je pense que c'est des termes qu'on utilise parfois pour parler des États-Unis sous Obama ou sous Trump. Les États-Unis ne sont pas en déclin. Ils sont peut-être en déclin relatif si on voit l'émergence de la Chine, mais quand on regarde leur poids dans le PIB global depuis la fin de la guerre froide, quand on regarde effectivement leurs dépenses militaires et je pense qu'ils représentent peut-être les dépenses militaires des 15 ou 20 pays suivants combinés. Quand on regarde la croissance, le taux de chômage, même si ça masque des vraies disparités économiques et des difficultés aux États-Unis, c'est pas un pays en déclin. C'est pas non plus un pays isolationniste. Quand on regarde son réseau d'alliances et de partenariats sécuritaires, quand on regarde son intégration dans le commerce international, le poids que représente le commerce international dans le PIB américain, là aussi depuis quelques décennies, c'était absolument pas un pays qui peut s'isoler du monde ou se replier sur lui-même. En revanche, effectivement, je pense qu'il est dans une forme de transition, de transformation dans son rapport au monde et qui a un impact direct sur l'organisation de l'ordre libéral international, qui est d'ailleurs au demeurant un terme... moi, je prends avec quelques pincettes parce qu'en fait, c'est surtout un ordre occidental. L'ordre libéral international, c'était aussi l'alliance des États-Unis avec l'Arabie saoudite. C'est l'ouverture à la Chine de Mao dans les années 70. Donc bon, on sacralise énormément cette notion d'ordre libéral international, mais je pense que c'est surtout le tissu d'institutions et de relations entre l'Europe et les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors pour répondre plus directement à votre question, oui, je pense effectivement que c'est très intéressant. Il y a des vrais parallèles entre les États-Unis et l'Europe. Il suffit de regarder la rhétorique des dirigeants. Quand on entend Donald Trump parler de l'immigration et de la frontière, dire sans frontières, on n'est pas un pays, c'est exactement le même type de langage qu'on entend chez les dirigeants populistes européens. On voit, alors que pourtant on est dans par exemple des immigrations tout à fait différentes, on est dans des situations nationales qui sont différentes, mais clairement Trump a mis le doigt sur un désir de la part d'une partie de la population américaine, dont on trouve les échos en Europe, un désir de protection, de protectionnisme à la fois sur le plan ethnique, culturel et sécuritaire. Et donc on le voit à la fois dans le discours xénophobe, dans le discours sur la frontière, dans le discours protectionniste économique, et on a les relents de ça en Europe. Et je pense que c'est un challenge pour les pro-européens d'être capable de comprendre que c'est pas, là encore, je pense en Europe, un phénomène passager, mais une vraie transformation de nos démocraties. Je suis français, je pense que ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron en 2017, alors qu'il est un libéral centriste, pro-européen, c'est qu'il est justement le premier libéral pro-européen qui a pris le challenge populiste comme une donnée fondamentale de la vie politique. Il a organisé toute son offre politique en opposition et en réaction
au populisme qui, selon lui, façonne maintenant le nouveau clivage. Donc il ne croit plus au clivage droite-gauche, il a monté une sorte d'alliance des centres-gauche, centre-droit, donc un pôle, lui il aime dire progressisme, on va dire libéral, ouvert, contre les populistes. Il a aussi capturé une partie de ce sentiment anti-élite, anti-establishment, en étant justement lui-même un nouveau parti avec 90-95% d'élus au Parlement, à l'Assemblée nationale qui ne s'étaient jamais présentés à des élections. Donc je pense que ça fait partie aussi du défi justement pour les libéraux, les pro-européens, de comprendre aussi ce challenge populiste et d'adapter non seulement leur discours, mais aussi leur politique. Ambassador Reiterer. So I'll ask you a fairly straightforward question. So you mentioned China as a systemic competitor in the second part of your talk. In that sense, was it naive for us to ask to allow China to join the WTO, but also to recognize it as a market economy, considering the asymmetric relationship that the Europeans and China have, especially when it comes to access to China's domestic market. So we still don't have the same access to China's domestic market as China does with our own domestic economy. No, I think it was not naive. It was a good move. China joining the WTO brought a lot of stability in international trade relations. What we had promised, that we would look at the market economy status, that might have been a naive element, which we have corrected, because we have never declared that they have market economy status. And what we are discussing now, and which is a contentious point with China, is how to deal with the state-owned companies, how to deal with forced transfer of intellectual property rights. So I would not like to see the times looking back to 2002 with China not joining the WTO. That was good. But the systemic element is that we have to recognize that China is using that what is in its interest and is putting aside which is not in its interest. And I think this is where we have to react. And I think this is what we see now in this new approach. It was perhaps naive to think that we can pull China, but also other countries, into the liberal orbit. No. But a system can function even if the individual players have different goals and behave differently, as long as the general rules of the game are respected. And I think this will be part of the systemic challenge. We have to take up these issues, and that is the beginning of a new process, and I'm confident that this message is settling in also with politicians. Donc, nous allons donc prendre quelques questions du public. Monsieur ici. Vous dites que on devrait avoir des vues à long terme sur les relations avec l'Asie et le supporter par des investissements et des actions. Alors en France, il y a une vue à long terme qui se dessine et qui serait de construire un axe Australie, Inde, Arabie, pour un peu contrebalancer l'axe chinois de la nouvelle route de la soie. Et au point de vue action, il y a déjà eu des actions engagées. Il y en a une spectaculaire cette année, qui est la mission Clémenceau. Vous en avez entendu parler. Voilà, et qui doit se terminer à la grande réunion de Shangri-La à Singapour, avec le groupe aéronaval qui sera présent à Singapour à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que l'on pense du côté des pays que vous fréquentez, en particulier de la Corée, de tout cela?
Oui, mais je connais très bien ce projet parce que il y a 3-4 ans, j'étais à diverses réunions avec le ministère de la Défense dans un petit château très près de Paris. Alors, ça, c'est tout à fait une idée qui était aussi prononcée par le ministre de la Défense à Singapour il y a 2 ans, qu'il fallait construire une certaine alliance. Alliance, ce n'est pas une bonne expression parce que ce n'est pas une alliance, ce sont des intérêts communs. Et je crois que c'est une bonne idée parce que la France, mais aussi l'Angleterre, ce sont les 2 pays qui ont la potentialité maritime. Et je fais une petite footnote, malgré tous les drames britanniques que nous avons, c'est presque sûr, il faut faire attention, c'est la raison pour laquelle je dis, c'est presque sûr que la coopération avec le Royaume-Uni après un Brexit dans le domaine de sécurité va continuer. C'est l'intérêt commun. Et Brexit ou pas Brexit, on a déjà commencé à organiser la coopération dans le secteur de la défense d'une manière que ça se trouve aussi en dehors des structures institutionnelles de l'Union européenne, avec le but que nos amis britanniques peuvent rester dans la coopération de la sécurité. Alors, je crois que ça, c'est une bonne idée. Il y a plusieurs dialogues 2+2, comme on dit, avec le ministre des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, qui sont organisés par la France et par l'Angleterre, avec le Japon, avec la Corée. Il y a une coopération et un échange des idées avec les Chinois. Il y a une participation dans des manœuvres. Il y a une participation de la Chine, de la Corée, du Japon dans l'opération Atalanta qui est organisée par l'Union européenne pour combattre les pirates. Alors tout ça existe. Et je crois qu'on va continuer avec ça en sachant qu'une manifestation d'une volonté est nécessaire. Nous sommes toujours plus faibles parce qu'il manque les porte-pavillons, même si on prend les États-Unis, si je prends les États-Unis comme paramètre, si je prends la Chine qui est en train de faire le deuxième porte-avions, alors il reste beaucoup à faire. Mais si les Européens n'arrivent pas aussi à démontrer aux Américains qu'on a la volonté de faire quelque chose, nous sommes perdus. Et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait favorable à une telle opération. Et il faut peut-être aussi passer le message aux Américains, si on prend tous les États, le budget militaire des 29 États membres de l'Union européenne, ça fait le deuxième budget sur le niveau mondial après les Américains, mais bien avant les Chinois. Notre problème est que nous n'avons pas la capacité de gérer le budget militaire d'une manière efficace. Alors, SMART, c'est ce qu'on dit maintenant, SMART Security Defense, ça c'est un autre défi, long-term planning. Je vous remercie. Je crois que nous avons écoulé tout notre temps. Donc, j'en profite pour remercier l'ambassadeur ATRR, Monsieur Haddad, et je cède donc la parole pour la remarque de conclusion au président Pat Cox.